La grande illusion européenne est repartie. Pour lancer la campagne, Emmanuel Macron a présenté ses projets pour l'UE dans une tribune publiée dans 28 pays. Un poncif qui illustre bien le règne du « en même temps ». La campagne pour les européennes démarre sur les chapeaux de roue en Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban, soucieux d'imposer la question migratoire dans le débat, a lancé une campagne choc à l'encontre de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne sortant. 3 jours après la mort de 2 jeunes délinquants fuyant la police à scooter, les nuits d'émeutes s'enchaînent à Grenoble. Face aux jets de cocktails Molotov et aux tirs de feux d'artifice, les autorités ont bien du mal à faire régner l'ordre. Madame, Monsieur, bonsoir. Emmanuel Macron rejoue la musique de la nouvelle Union européenne avec une tribune publiée dans les 28 pays européens. Le président français s'érige une stature de chef du progressisme pour la campagne. Sur un fond de lutte contre le repli nationaliste, Macron enchaîne encore une fois les contradictions. Décryptage. Liberté, protection et progrès, le triptyque développé par Emmanuel Macron dans sa tribune européenne est sans surprise. Le président français, paré de son costume de candidat en campagne, professe comme à son habitude tout et son contraire. Pour lui, la clé de voûte est simple, la crise que traverse l'Union européenne n'a qu'une seule réponse possible, plus d'Union européenne. Une solution que le président oppose à ce qu'il nomme l'impasse du Brexit, qui doit donc servir de leçon. Macron réaffirme la liberté d'expression tout en dénonçant les fake news que personne ne manie mieux que son gouvernement. Pour ce faire, il propose la création d'une agence européenne de protection des démocraties, une nouvelle usine à gaz visant prétendument à prévenir les cyberattaques et autres ingérences dans le processus électoral. Dans ce cadre, de nouvelles règles européennes viendront renforcer encore un peu la censure pour interdire progressivement tout discours contrevenant à la promotion de l'immigration et du multiculturalisme. Emmanuel Macron se plaît à nouveau à employer les termes de souveraineté en affirmant la nécessité d'un ensemble européen pour faire face notamment aux géants du numérique, alors même que les discussions sur la taxation des GAFA est au point mort à Bruxelles du fait des désaccords entre les pays membres. Autre enfumage, la volonté affichée d'Emmanuel Macron de remettre à plat l'espace Schengen avec une uniformisation des règles d'asile et des contrôles aux frontières, dépendant d'une police commune et d'un office européen de l'asile. Un surplus de bureaucratie qui permet au président français d'évacuer le problème de l'immigration massive qu'il évoque à peine du bout des lèvres pour rappeler que l'Europe doit protéger sa sécurité en respectant ses valeurs d'accueil. Un concept étayé ensuite dans les termes d'humanisme européen. Après son célèbre « Make our planet great again », Macron embraye sur sa volonté de rendre l'Europe plus sensible sur les questions écologiques. Une volonté qu'il appuie sur une autre usine à gaz appelée Banque européenne du climat. On s'interroge sur le terme de banque utilisé par l'ancien de chez Rothschild, mais il explique que l'Europe a une dette climatique à résorber. Autre point crucial de la tribune, au premier rang des grands absents, la France. Une seule petite occurrence évoquée par Emmanuel Macron et uniquement pour asseoir son mandat de chef d'État. Un effacement lourd de sens qui assoit encore un peu plus la volonté d'Emmanuel Macron de diluer un pays qu'il considère sans culture dans un grand ensemble. Également au rang des absents, il ne faudra pas non plus espérer voir un projet pour endiguer le terrorisme dans la tribune du président français. Avec ce long poncif teinté de paradoxes, Macron estime donc tenir entre ses mains le chemin d'une renaissance européenne, un pensée printemps à la sauce bruxelloise qui aura du mal à séduire les sceptiques qui se sont déjà fait avoir une fois. Et puis Viktor Orban pour une autre Union européenne. Le président ministre hongrois Viktor Orban lance la campagne en ciblant Jean-Claude Juncker, le président de la Commission. Une initiative qui vise à replacer la question de l'immigration au centre des débats. C'est un sujet de Nicolas de Lamberterie et Ferenc Almasi à Budapest. Le début de la campagne hongroise pour les européennes fait grand bruit. Le Premier ministre conservateur Viktor Orban a lancé une nouvelle campagne choc. Cette fois, il ne cible pas seulement le célèbre milliardaire George Soros comme lors de précédentes campagnes. En effet, il a décidé d'attaquer aussi le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et sa politique considérée comme immigrationniste. Pourtant, Jean-Claude Juncker est membre du PPE, tout comme le Fidesz de Viktor Orban, et pour un certain nombre de membres de ce parti européen, c'est une ligne rouge de franchie par l'homme fort de Budapest. Alors cette affiche a fait beaucoup réagir au sein du PPE, alors que Jean-Claude Juncker, comme Viktor Orban en sont membres, ça a été vu un peu comme, par certains du PPE comme l'attaque de trop. Certains petits partis, notamment, certains petits partis du PPE ont demandé l'exclusion du Fidesz à quelques semaines pourtant des européennes. Donc il y a un climat très particulier qu'Orban Viktor a provoqué en poussant
les plus libéraux du PPE dans leur retranchement et il a en fait dénoncé leurs contradictions, notamment sur les questions d'immigration. Une stratégie qui divise donc le principal parti européen et qui provoque des remous notamment chez les Républicains. Ainsi, la tête de liste des Républicains, François-Xavier Bellamy, a notamment déclaré préférer Juncker à Orban. Il a ensuite tenté de s'en expliquer. J'ai indiqué en particulier que je trouve indigne du débat public les attaques ad hominem que Viktor Orban a mises en scène contre Jean-Claude Juncker ces derniers jours et qu'à ce titre, je me sentais solidaire de ce dernier. Une procédure d'exclusion a été demandée par une douzaine de partis et sera soumise au vote du PPE fin mars, à seulement quelques semaines des élections européennes. Pour Viktor Orban, ceux qui ont demandé l'exclusion du PPE de son parti sont les idiots utiles de la gauche. Si le Fidesz n'existait pas, ils attaqueraient quelqu'un d'autre. La gauche attaque toujours quelqu'un. Si ce n'était pas nous, alors les Italiens et les Autrichiens seraient les prochains sur la liste. Il y aura toujours quelqu'un que la gauche va montrer du doigt. C'est l'essence de leur pouvoir politique. C'est la tactique du salami et leur objectif est d'affaiblir le PPE pour prendre le contrôle de l'Europe. Ce n'est pas une bataille pour des questions de principe, mais pour le pouvoir. Il faut comprendre cela. Tout le monde ne le comprend pas, mais ils sont, dans les mots de Lénine, des idiots utiles. Tandis qu'ils pensent mener un combat spirituel, en réalité, ils servent les intérêts de pouvoir des autres, de nos adversaires. Interrogé sur un plan B en cas d'éjection du PPE, Viktor Orban a répondu sèchement « Je n'aime pas les gens qui nagent avec des brassards et une bouée en même temps. Il faut avoir une stratégie. Nous sommes au PPE et nous y restons. Il n'y a pas de plan B. » Donc l'incohérence du PPE sur les questions migratoires peuvent lui coûter très cher. Viktor Orban sait qu'il a un rôle important à jouer, au sein du PPE en particulier, puisqu'il est assuré d'avoir au moins 12 députés, ce qui, d'après les sondages actuels, est plus que ce qu'obtiendra le partenaire du PPE français, les Républicains. Donc on voit qu'il est dans une situation où il a quelques moyens, quelques leviers d'influence et de faire pression. Et aussi, si Viktor Orban est en effet exclu du PPE, il y a fort à parier que ce soit un très mauvais coup, puisqu'il emportera certainement du monde avec lui. Donc il a su du coup un peu négocier, lâcher un peu du lest, on va dire. Donc c'est toujours cette stratégie un peu agressive, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. À partir du 15 mars, cette affiche donc Juncker sera remplacé par le candidat à la tête de la Commission, mais des socialistes, Frans Timmermans, qui avait été d'ailleurs particulièrement actif contre la Pologne, toujours sur ces soi-disant questions d'état de droit, de manquements divers et variés. Donc, en remplaçant Juncker par Timmermans, est-ce que Viktor Orban espère éteindre la colère de ses partenaires au sein du PPE? L'avenir nous le dira rapidement. En tout cas, Viktor Orban a une attitude de campagne très offensive, avec pour objectif de mettre au cœur des débats, y compris pour ceux qui ne le veulent pas, la question migratoire. Et puis retour en France où Grenoble s'embrase. 3 jours après la mort de 2 adolescents qui tentaient d'échapper à un contrôle de police, la cité Mistral est à feu et à sang. Un épisode qui rappelle les émeutes de Clichy-sous-Bois en 2005, face auxquelles les forces de l'ordre demeurent impuissantes. Thibaut Bastide. Grenoble, une nouvelle fois sous le feu des projecteurs. Depuis 3 jours, la capitale iséroise est devenue le théâtre d'affrontements entre habitants du quartier dit sensible du Mistral et les forces de l'ordre, faisant suite à la mort de 2 adolescents, Adam et Fatih, après une course-poursuite avec la police alors qu'ils roulaient sur un scooter volé, sans casque et sans plaque d'immatriculation. Ainsi, depuis samedi soir, les nuits sont marquées par une flambée de violence où des centaines d'habitants encagoulés s'en prennent aux policiers. Ces derniers, déployés en nombre, essuient des jets de parpaing, cocktails Molotov et feux d'artifice, essentiellement depuis les étages des immeubles de la cité. Des affrontements auxquels il faut également ajouter la destruction de dizaines de voitures et la dégradation de nombreux bâtiments publics. Des scènes de guérilla urbaine qui n'étonnent pas le criminologue Xavier Roffer. Passe à Grenoble en ce moment n'est pas d'une bouleversante nouveauté. Ça doit faire 25 ans qu'il y a des émeutes dans cette ville, que ce soit pour un motif ou pour un autre. Souvenez-vous par exemple en 2018, il y a eu le mondial de football et là aucun jeune n'avait été tué, quoi. Il y a eu des émeutes et il y a eu des cocktails Molotov et il y a eu des jets de parpaing. Et puis peu de temps après il y a eu Halloween.
qui est sans doute un peu étranger à la culture d'origine des intéressés, mais qui a déclenché aussi des émeutes. Là, cette fois-ci, le prétexte, c'est le fait que deux petits malfaiteurs ont été tués, se sont tués eux-mêmes en fait, en essayant de fuir, mais c'est un grand classique. Les maires de gauche et le dernier y compris ont fait semblant que tout ça n'existait pas, et donc la criminalité s'est enquistée gravement à Grenoble, et donc à chaque fois que les individus en question le peuvent, eh bien ils font valoir leur contrôle sur les territoires, c'est-à-dire sur les cités, sur les quartiers qu'ils maîtrisent, par des émeutes. Voilà, c'est ça qui se passe, c'est tout simple. Grenoble est réputé pour son important trafic de drogue et ses cités de non-droit, lui valant le surnom de Chicago français. Si la mort des deux jeunes délinquants apparaît donc comme un prétexte à la violence, ce scénario rappelle celui des émeutes de Clichy-sous-Bois en 2005, où les cités se sont embrasées après la mort de Zied et Bouna, qui tentaient eux aussi d'échapper à un contrôle de police. Ainsi, ce n'est pas la première fois que les forces de l'ordre sont confrontées à de tels événements. Pourtant, la violence et les conséquences restent les mêmes. Selon Xavier Hofer, il s'agit tout bonnement d'un aveu de faiblesse et de lâcheté de la part des autorités. Alors, nous avons affaire à un pouvoir qui, comme beaucoup de fois dans la Ve République déclinante, est lâche. C'est-à-dire que c'est une question de rapport de force. Vous avez affaire à des gaillards qui peuvent hurler au racisme, ce que les gilets jaunes d'ordinaire ne peuvent pas faire. Vous avez des gaillards qui ont des relais, il y a des journalistes qui sont leurs complices, qui hurlent à la répression de malheureuses victimes de l'exclusion et du racisme, etc. Et donc, le préfet doit avoir la frousse et il y va sur la pointe des pieds. Et évidemment non, la répression n'est pas la même. On a vu, alors je ne sais pas quels actes avaient été commis, mais en gros, un gilet jaune jette un caillou, on peut aller jusqu'à le voir pour 1 an ou 2 ans en prison ferme, et la répression est beaucoup plus, dirons-nous, modeste quand il s'agit de ce genre de petits voyous. Comme à son habitude, le gouvernement fait sien la maxime fort avec les faibles et faible avec les forts. Face à l'embrasement des cités, les politiques sont comme toujours pétrifiés à l'idée de prendre le taureau par les cornes et continuent de mettre la poussière sous le tapis. On essaye de calmer le jeu, de temporiser, on fait des commissions, on s'interroge, on gémit sur les zones hors de contrôle de la République et puis on fait rien. Le résultat des courses, c'est qu'à chaque fois, les voyous gagnent ce qu'ils veulent gagner, c'est-à-dire l'indépendance de facto de territoire. Eh bien voilà, il y a des quartiers en sécession. Et pourquoi? Parce que quand les policiers n'y viennent pas, quand les jeunes arrivent à ce qu'on leur foute la paix, eh bien les trafics, le deal, la prostitution, tout ça peut s'opérer tranquille. C'est pas plus compliqué que ça. Le diagnostic est celui-là. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Hillary Clinton ne se représentera pas à l'élection présidentielle américaine de 2020. L'ancienne candidate à la Maison-Blanche est toutefois restée évasive sur son désir d'occuper d'autres fonctions publiques. Il faut dire que la défaite contre le candidat diabolisé par tous, Donald Trump, aura considérablement ébranlé son image de présidentiable, à l'instar des nombreuses affaires révélées au grand jour après le piratage de ses courriels, de l'attaque du consulat de Benghazi ou encore de ses proches mêlés au scandale de pédocriminalité Pizzagate. Hillary Clinton avait également montré de nombreux signes de faiblesse sur son état de santé. Une liberté à 1 milliard de yens. Le tribunal de Tokyo a accordé la libération sous caution pour l'ex-PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Une caution qui s'élève à 8 millions d'euros. Le parquet avait fait appel de la décision, mais le tribunal l'a finalement rejetée. Après 107 jours passés derrière les barreaux, Carlos Ghosn devrait pouvoir rapidement sortir. Pour autant, les affaires de l'ancien grand patron ne s'arrangent pas puisque le parquet le met à présent en cause dans des affaires de versement d'argent dans le sultanat d'Oman. Une saga judiciaire qui semble peu à peu tourner au règlement de compte. Lactalis, une nouvelle fois dans le viseur. Après l'affaire du lait contaminé, c'est désormais un scandale écologique qui pourrait toucher la firme française. Un site de production de la marque, installé à Saint-Just-de-Claye depuis 2011, déverserait ses eaux usées dans l'Isère. Une pollution permanente due à un litige entre la mairie et l'entreprise. En effet, Lactalis demande un permis de construire pour une station d'épuration autonome, mais la mairie préfère que l'usine soit raccordée à la station d'épuration publique déjà existante pour préserver les zones agricoles. La préfecture ne peut cependant pas contraindre la société à se raccorder à la station d'épuration publique. Pour autant, Lactalis a déjà été condamné en 2016 à une amende de 2 millions d'euros.
Scandale sexuel au PCF, 2 adhérents du MJCF, le mouvement des jeunes communistes français, ont déposé une plainte contre 2 autres militants pour viol et agression sexuelle. Suite à l'audition d'une des victimes, le Parti communiste a déjà suspendu l'un des 2 agresseurs présumés de ses droits au sein du parti et l'a incité à quitter son mandat électif. Le secrétaire général des jeunes communistes, Camille Lenné, rappelle avoir déjà été confronté à 11 dossiers d'agression sexuelle ou de viol au sein du parti depuis seulement 2016. Création du Collège du renseignement en Europe. À l'initiative d'Emmanuel Macron, cette assemblée a pour objectif de permettre au renseignement des pays européens de s'affirmer face aux autres puissances mondiales. Selon l'Élysée, il s'agit de comprendre les enjeux du renseignement, partager les expériences et les savoir-faire et intégrer des acteurs du monde universitaire à cette démarche. D'après le président, il ne s'agit en aucun cas de partage d'informations, d'un lieu de décision opérationnelle ou d'un lieu de formation. 30 pays européens ont répondu à l'appel du président français. Les 28 États membres de l'UE, auxquels s'ajoutent la Norvège et la Suisse. Le tribunal d'instance de Lyon déboute 4113 plaignants dans l'affaire Levothyrox. Ces derniers réclamaient 10 000 € chacun au laboratoire allemand Merck pour défaut d'informations concernant la nouvelle composition du comprimé Levothyrox destiné aux malades de la thyroïde, une modification de la formule qui aurait engendré de nombreux effets secondaires, conduisant certains patients à cesser le traitement. L'entreprise a refusé de reconnaître toute responsabilité, estimant que les professionnels de santé avaient été informés lors de la mise en circulation du produit modifié. Les plaignants ont encore la possibilité de faire appel du jugement. Un réseau international de trafiquants d'armes démantelé près de Carcassonne dans le Languedoc. Dans les demeures de 3 hommes âgés entre 47 et 54 ans, plus d'1 tonne d'armes en tout genre a été retrouvée. Dans le lot, des pistolets mitrailleurs et des kalachnikovs, 770 kg de munitions et 350 chargeurs. Les investigations de la police et de la coopération douanière internationale ont permis d'identifier les ramifications internationales du réseau, un réseau passant par les États-Unis et de nombreux pays européens. Une boisson énergisante qui fait l'objet d'un véritable scandale d'État. En Zambie, une boisson énergisante réputée pour ses effets aphrodisiaques a été retirée du commerce en raison de traces de Viagra dans sa composition. Résultat, des érections de 6 heures et des palpitations pour un consommateur habitant en Ouganda. Et cela avec seulement une bouteille. Dans le cas d'une consommation plus importante, on imagine le désastre sanitaire et les désagréments possibles. Les salariés de l'entreprise zambienne crient à la machination et la société productrice met en avant l'absence de troubles semblables chez l'immense majorité des consommateurs. Rapprochement réussi dans l'espace, la capsule spatiale Crew Dragon s'est amarrée à la Station spatiale internationale. La première partie du test est donc réussie. La capsule devrait revenir sur Terre vendredi 8 mars. Si ce voyage se fait sans encombre, SpaceX et donc les Américains pourront à leur tour assurer des allers-retours ISS actuellement réservés aux Russes Soyouz. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Il y a 20 ans, en plein cœur de l'Europe, l'OTAN bombardait la Serbie pendant 78 jours. Nicolas Mirkovic, expert des Balkans, revient sur les conséquences de ces frappes aériennes et réclame la disparition de l'OTAN qui déstabilise cette partie explosive du monde. Et ce sont des armes chimiques, on parle souvent des armes chimiques et des dangers de ces armes chimiques. L'OTAN a déversé des bombes à l'uranium appauvri qui ont pollué toute la nappe, tout le sol yougoslave, et cet uranium appauvri pollue les fleuves, pollue les nappes phréatiques. La Serbie est un des pays d'Europe aujourd'hui qui est le pays qui a le plus de taux de cancer par tête d'habitant aujourd'hui en Europe. Parce que c'est lié à cet uranium appauvri. Il y a un comité de scientifiques serbes qui est en train de monter une plainte contre l'OTAN parce qu'on ne se rend pas compte que ces bombes qui sont tombées ont non seulement détruit l'infrastructure civile yougoslave, mais aujourd'hui encore, les habitants de la Yougoslavie souffrent par le cancer, dans des morts terribles, qui sont ceux liés au cancer, à cause de ces bombes à retardement qui ont été déversées par l'OTAN. Personne ne dit rien. Et puis ce soir, vous pourrez également retrouver Passé Présent. Philippe Conrad évoque le parcours de Jean-Baptiste Colbert, puis reçoit le journaliste Jean-Claude Rollina pour la présentation de son ouvrage « La bombe africaine et ses fragmentations ». Et puis tout de suite, évidemment, c'est le moment de retrouver la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes Libertés Politiques avec François Billot-de-Lochner. Et c'est à mon tour de vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.
Campagnol, s'il y a une nouvelle qui a été commentée, c'est curieusement la décision assez sage qu'a prise le mari de la reine d'Angleterre, le prince Philippe, 97 ans, de renoncer à conduire sa voiture après un accident. Pour tout campagnoler, le rapport était évident avec un certain Étienne de chez nous, qui a défrayé la chronique l'an passé à cause d'un accident dont les journaux locaux ont beaucoup parlé. Figurez-vous que cet Étienne, qui avait passé la journée hors de chez lui avec sa voiture pour aller voir, a-t-il dit aux gendarmes, des personnes de sa famille dans une maison, entendez par là une maison de retraite près de Millau, cet Étienne a eu un accident. Il a mordu sur un trottoir avec sa Renault Espace de 20 ans, il a renversé un pot de fleurs et il a éraflé sur 2 mètres le mur de la gendarmerie sur la route de Rodez. Le bruit a attiré du monde, 2 gendarmes sont sortis, on a dégagé la voiture et comme il pleuvait, on a dit à cet Étienne d'entrer dans le bâtiment pour remplir un constat. Ce qu'il a fait. Donc le type s'assied au milieu des prospectus là, pour s'engager dans l'armée de terre, il pousse tout ça du coude, il répond courtoisement à l'agent de service qui lit ses papiers pour remplir rapidement la feuille de constat, et le gendarme lui dit « c'est un 1 ou un 2 ici ?» « C'est un 1 » lui dit. « Quoi ? Vous êtes né en 1919 ?»« Oui, c'est ça. »« Attendez, vous avez 99 ans et vous conduisez encore ?» C'était l'année dernière. Donc. Et l'autre, très sûr de lui, très fier de son droit, lui dit « on peut commettre une erreur comme tout le monde à 99, mais je conduis sans problème. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, j'ai 40% de bonus. » Alors, si nous connaissons la teneur de cette conversation, c'est que la presse locale s'en est fait l'écho, mais en tant qu'habitant de Campagnol, nous aurions pu ajouter notre grain de sel parce qu'il est vrai qu'Étienne avait gardé ses 40% de bonus parce qu'il n'y avait jamais de constat, ou presque, alors que depuis ses 95 ans, il se retrouvait quand même assez souvent les 2 roues dans un ravin ou couché sur le flanc dans un fossé. Ce dernier épisode ayant beaucoup fait jaser dans le pays parce que le pauvre gars était resté une nuit et un jour dans cette position, incapable de se dégager de sa ceinture et qu'en fait on l'avait retrouvé à moitié inconscient, c'est-à-dire endormi, affaibli, en hypothermie. L'infirmière qui le connaissait le mieux, c'est-à-dire en fait la seule qui pouvait l'approcher, avait insisté en vain pour qu'il aille subir un bilan, et non, il était rentré chez lui avec un bleu à la tempe, et pour tirer de tout ça une conclusion générale, depuis 15 ans environ, ce vieux monsieur Étienne, qu'on voit peu, mais qui circule beaucoup, oblige le village à réfléchir sur le sort de tous les campagnards dans leur rapport avec le système. Les gens de chez nous voient en ce monsieur une illustration du particularisme, c'est-à-dire que la plupart des règles, des préceptes, des indignations, de tout ce qui est normatif dans la vie de la France moderne ne s'appliquent pas à ce genre de gens, sauf de force évidemment. Le cas de la conduite automobile à 99 ans est la goutte d'eau qui a permis de sceller son dossier. D'ailleurs, une fois tous les papiers remplis, il a vécu après 3 mois, il est mort pendant son sommeil après, comme s'il voulait nous dire « j'en ai ma claque de votre monde de faux cul ». Mais pendant les 10 années précédentes, nous avons donc pu assister à la confrontation permanente entre cet homme qui avait encore bon pied, bon oeil, peut-être pas en voiture, et le système de contrôle technologique que la France a mis en place et qui s'est acharné contre lui, comme s'il représentait un cas d'école inadmissible. C'était un veuf assez grand, assez beau, vraiment une belle tête de cinéma, qui avait été vendeur à Paris dans un grand magasin, puis chef de rayon, et qui avait une retraite assez bonne, parce qu'en plus sa femme avait de la terre. Il faisait tout chez lui, du poulailler aux réparations de la voiture, il parlait un très beau français et il aimait bien danser lors des fêtes du village. Mais les choses ont failli virer à l'aigre plusieurs fois parce que la France, qui ne veut pas le savoir, a voulu se mêler de sa vie. D'abord, il n'a jamais passé un seul contrôle technique depuis que l'examen existe, et jusqu'à l'incident près de Millau, personne ne s'en était aperçu. Ensuite, il a failli faire l'objet d'une plainte pour attouchement ou pour harcèlement, je ne sais plus, parce qu'une idiote de 30 ans, assez méchante, le genre qui commence ses phrases par « je m'en fous, je trouve ça inadmissible », cette fille avait subi 2 plaisanteries du genre « j'irai pas coucher dans la baignoire », etc., et une main baladeuse, paraît-il, alors que le type avait 91 ans. Elle n'était même pas aide ménagère, il les avait d'ailleurs refusées, elle était là pour le recensement. Déjà, il paraît que ça s'était mal passé, il n'avait pas mis ses appareils auditifs, il l'avait traitée de manière assez désinvolte, elle était montée sur ses grands chevaux jusqu'à vouloir ruiner complètement l'équilibre de sa vie en l'envoyant en institution. Ensuite, il avait reçu à coups de fusil les témoins de Jéhovah. On lui avait pris son fusil, mais à moi, il me disait « je m'en fous, j'ai un 9 mm et j'ai 2 7,65 ». C'est le notaire qui les a donnés à mon père en 1943. Enfin, là, c'est moi qui parle, je pourrais vous raconter 1000 épisodes du même genre, mais dans les 3 quarts, le schéma est toujours le même. On venait le voir à domicile pour le menacer, le contrôler, l'obliger à se soumettre, lui infliger des règles qui, pour lui, ne s'appliquaient pas
au coin de sa toile cirée en tout cas. Et tout le pays le considérait plus ou moins comme la preuve d'une vérité irréfutable, c'est que la machine étatique voulait notre peau à chacun d'entre nous au nom de la règle générale. Même si vous ne demandez rien à personne, tout le monde vient chez vous exiger quelque chose. Abonnez-vous, merci. L'agression d'Alain Finkielkraut lors d'une manifestation de Gilets jaunes a donné lieu à un torrent irrépressible de déclarations à temps et à contretemps sur le pourquoi, du comment de la réapparition de l'antisémitisme dans le débat public. Beaucoup de bonne conscience, comme toujours. On sait bien qu'il y a des indignations autorisées, les persécutions contre les juifs ou les musulmans par exemple, et celles qui n'ont aucun droit à l'existence médiatique, les persécutions antichrétiennes par exemple. Beaucoup d'aveuglement aussi. Il ne faut surtout pas dire que le regain d'antisémitisme dont souffre aujourd'hui la France ne doit pas grand-chose à la résurgence de bataillons néo-nazis en armes, mais trouve évidemment un terreau privilégié dans un islam surmobilisé. La palme de la bonne conscience et de l'aveuglement conjugué revient sans aucun doute possible à Bernard-Henri Lévy, le prince des barricades à la chemise immaculée, qui sort l'artillerie lourde. Les Gilets jaunes, cela va de l'affaire Dreyfus à Jacques Doriot. Bigre. À l'écouter, l'antisémitisme serait même consubstantiel au mouvement. Que dire devant tant de mépris de classe, d'incompétence politique ou de bêtises abyssales au choix? Monsieur Bernard-Henri Lévy ne comprend rien à un mouvement du pays profond qui le dépasse très largement dans ses motivations et ses aspirations, et du coup, il lâche son fiel, sans le moindre embarras, bien certain de ne jamais être sanctionné pour sa prodigieuse stupidité. D'ailleurs, Le Monde s'engouffre dans la brèche et nous explique que l'antisémitisme, c'est la face cachée, je le cite, des Gilets jaunes. Décidément, nos élites intellectuelles sont à l'intelligence ce qu'Attila fut à la douceur de vivre. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.